Chers amis téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Nous avons un programme relativement chargé aujourd'hui. Nous recevons d'abord François Billot de Lochner qui vient nous présenter le nouveau projet de la Fondation de services politiques, les assises de la pornographie. Puis nous recevrons Daniel Amiche pour faire le point sur la crise terrible qui secoue le clergé américain, mais pas seulement, la crise des prédateurs sexuels. Et enfin, nous recevrons Hubert de Kerangat qui viendra nous présenter un très intéressant projet de Sage Distribution, le doublage d'un film sur Pie XII pendant la guerre, évidemment, remettant un peu les pendules à l'heure sur le sujet. D'abord, je me tourne vers François Billot de Lochner. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Merci d'être de nouveau présent sur ce plateau. Mais c'est un plaisir. Vous êtes président de la Fondation de services politiques qui édite notamment la revue Liberté politique. Et vous venez nous présenter aujourd'hui un gros dossier. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet de la pornographie. Et là, vous faites des assises de la pornographie le 6 octobre. Exactement. Le 6 octobre, donc des grandes assises de lutte contre la pornographie. Effectivement, nous travaillons sur le sujet depuis très longtemps. Nous avons estimé d'abord qu'il était absolument nécessaire de créer une association, une structure propre. Donc nous avons créé au printemps une association qui s'appelle Pornostop. Ouais. Et nous faisons, pour lancer cette association, autour d'un site qui lui s'appelle Stop au porno, nous faisons de grandes assises le 6 octobre prochain, avec des intervenants de très grande qualité, des experts très compétents dans leur secteur d'activité. Je vous en cite 2 ou 3, alors pardon de ne pas tous les citer, mais il y a par exemple un professeur en neurosciences qui a écrit un livre tout à fait exceptionnel de 500 pages sur la permissivité sexuelle, et vraiment il aborde tout le problème de la pornographie de façon extraordinairement générale et particulière. Donc c'est un livre absolument essentiel. Il y a dans le désordre Inès de Franlieu qui est très connue et qui fait de la formation à la beauté de l'éducation sexuelle et non pas à la perversité. Il y a un prêtre, le père Burguin, qui est théologien, philosophe, spécialisé dans les couples et notamment dans les problèmes de sexualité et de mariage. Donc voilà, on a de très beaux intervenants. Et c'est une demi-journée qui a lieu dans le 7e arrondissement. Et d'ailleurs, je crois qu'on va afficher tout à l'heure sur l'écran tous les éléments pratiques. Donc, c'est au cœur du 7e arrondissement. Ça ne dure que 4 heures. On aura de très beaux intervenants sur un sujet qui inquiète 75% des Français à peu près. Donc, ça vaut vraiment le coup de venir parce que je crois que beaucoup de gens n'imaginent même pas ce qui va être dit, tant le sujet est complètement ou ignoré ou galvaudé. Oui. Ou tabou. Ou tabou. Il y a une forme d'occultation aussi. Absolument. Et il y a aussi une question, vous avez lancé des actions juridiques ou judiciaires en ce domaine. La loi, normalement, ne permet pas de diffuser comme ça de la pornographie à tout le monde, n'importe comment. Comment ça se fait que ça soit aussi facile de diffuser de la pornographie ou de consommer de la pornographie ? Ben, si vous voulez, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un écart énorme entre formation et perversion. Nous sommes actuellement dans une logique de perversion pure. Je vous donne un seul exemple. Marlène Schiappa vient de faire une superbe déclaration pour dire que désormais, dès la maternelle, il fallait des cours d'éducation sexuelle. Je rappelle que Madame le ministre est écrivain de livres pornographiques. Donc, j'allais dire que l'estampille est là. Marlène Schiappa veut pervertir la jeunesse. Puisqu'elle a perverti par ses livres, elle veut maintenant pervertir au sein de l'éducation nationale. Et Michel Blanquer, qui est adulé par les Français, mais a soutenu mordicus Marlène Schiappa en disant mais oui, nous allons le faire parce que le mythe Blanquer est absolument insupportable. Donc on voit bien que là déjà on a au niveau des puissances étatiques une volonté farouche et déterminée de pervertir à grande échelle. Alors sachant, je vous interromps 2 minutes, sachant que c'est en plus une directive Nations Unies, l'OMS elle-même exige des États d'apprendre toutes sortes de perversions dès l'âge de 6 ans ou 3 ans. Alors oui, alors les droits sexuels qui viennent d'être votés par l'ONU donnent des droits sexuels à l'enfant dès sa naissance. Oh, bah c'est bien. Au premier jour de sa vie
en dehors du ventre de sa mère, parce qu'avant il vivait aussi, et il a des droits sexuels. C'est une pure folie, le monde marche à l'envers. Bon, c'est comme ça. Et maintenant, je reviens à votre question. Les juges ont un code pénal extrêmement clair. Le code pénal punit de lourdes peines d'amende et de prison ceux qui conçoivent, ceux qui diffusent, ceux qui promeuvent les matériaux, en gros, les matériaux pornographiques, pour faire très court. Les juges sont devant un dilemme extraordinaire parce que il y a des procès en cours, il y a tout le temps des procès, et ils disent ben oui, mais au nom de la liberté individuelle, on ne peut plus appliquer le code pénal. Donc aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle d'un code pénal qui existe mais qu'on n'applique pas, et des présupposés philosophiques qui ne correspondent à rien mais qu'on applique. Donc on est complètement à l'envers. Et donc évidemment, c'est très difficile pour nous de nous battre. Alors comme vous le savez, je l'avais déjà dit à l'antenne, nous avons attaqué le ministère de l'Éducation nationale en justice. Donc, M. Blanquer actuellement a un procès entre les pattes de la part de la Fondation de services politiques. J'attends vraiment avec impatience. Je crois, si ma mémoire est bonne, comme on a plusieurs procès en cours, je crois que celui-là, c'est pour fin d'année ou tout début d'année prochaine. J'attends. Si nous perdons, nous n'aurons pas tout perdu parce que nous aurons des attendus dont on se servira pour ensuite faire évidemment appel à la décision. Et si nous gagnons, eh bien, je crois qu'on pourra ouvrir une bouteille de champagne parce que ce sera un pas un pas assez décisif pour la lutte contre la pornographie. Absolument. Voilà. Absolument. Bien, mais écoutez, cher François, évidemment, nous vous souhaitons le meilleur succès possible pour cette journée. Donc, chers amis téléspectateurs, ça va de soi, vous êtes bienvenus à cette journée. En gros, il y a 250, 300 places à peu près. Voilà. Donc, il faut simplement s'inscrire. Voilà. C'est gratuit, bien sûr. Il y aura des dédicaces d'auteurs à la fin. Il y aura un très beau parterre d'intervenants. Il y aura des questions de la salle. Je crois que ça peut être une très belle après-midi. Eh bien alors, nous vous souhaitons le meilleur succès pour cet après-midi. Donc 6 octobre, les assises de la pornographie. Merci beaucoup. Bonne chance, François. Merci beaucoup, Guillaume. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Daniel Amiche. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Sur lequel vous avez un peu vos habitudes tout de même. Mais d'habitude, vous venez... couvert, on peut dire. D'habitude, vous venez plutôt en tant que rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie. Aujourd'hui, vous venez en tant que rédacteur en chef d'Americato. Bah oui, parce que j'ai beaucoup de casquettes, vous savez. Enfin, je ne les mets pas sur le plateau, mais j'en ai beaucoup. Et donc, Americato, c'est un blog qui appartient au portail Riposte catholique. Et le blog Americato est évidemment dédié à l'Église aux États-Unis. Exactement. Qui est en ce moment dans la tourmente. Ça a échappé à personne, j'imagine. Oui. Et donc, on va essayer de faire un petit point sur la situation. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que le cardinal Wurl, donc le nouvel archevêque de Washington, successeur des tristement célèbre McCarrick, est-ce qu'il va pouvoir rester ou est-ce que vous pensez que sa démission n'est plus qu'une question d'heure? Alors, si j'étais d'un tempérament joueur, compte tenu de la date où on enregistre cette émission et celle où elle va être diffusée, j'ai le sentiment, je dirais que le cardinal Wurl aura démissionné. Il a déjà démissionné quand même. Il a démissionné il y a plus de 3 ans, puisqu'il a 78 ans. Il a dépassé les 75. 3 ans, les 75 réglementaires et canoniques. Là, il était donc le week-end dernier encore à Rome, cette fois-ci, je pense pour solliciter le pape d'accepter sa démission. Il a fait une réunion à la demande d'ailleurs du pape, parce qu'il avait vu le pape aussi 15 jours au préalable. Il va beaucoup à Rome en ce moment. Pas pour manger des glaces, et donc il était allé là-bas. Ensuite le pape lui a dit, écoutez, lui avait dit gentiment avec les mots que je ne saurais traduire, je n'étais pas là, donc je ne sais pas, mais en gros c'est, écoutez, consultez votre presbyterium de Washington DC et puis voyez avec qu'est-ce qu'ils en pensent. Et il a fait cette réunion effectivement avec ses prêtres. Il y a eu une réunion une base de questions-réponses, etc. Et bon, me semble-t-il, d'après les sondages que j'ai pu, les relations que j'ai pu en lire, la majorité des prêtres lui suggéraient de démissionner, de telle sorte de donner un nouveau souffle à l'église de Washington. Bien. Il faut dire que le cardinal Wurl est quand même très embarrassé par
par son passé, non pas qu'il ait commis lui-même des actes délictueux, parce que ça, je ne pense pas, mais enfin, il en a sans doute couvert. C'est ça. Bien. Et puis, il était dans un état d'esprit de dénégation vis-à-vis des révélations qui ont accablé, à juste titre d'ailleurs, le cardinal Theodore McCarrick, dont il a été quand même très proche. Très proche. Bon. Et cette espèce de dénégation permanente, qu'il était au courant de rien, qu'il ne savait rien, était absolument insupportable. C'était difficilement tenable. Ce qui a fait dire à Vigano, enfin Monseigneur Vigano, donc le nonce, par qui... Le scandale est arrivé. Oui, le scandale est arrivé. Le scandale était déjà, si vous voulez, mais il a explosé, puisque n'oublions pas que c'est un double temps. Il y a eu d'abord la révélation du rapport du grand jury de Pennsylvanie, qui a été un choc colossal. Bon. Et puis, quelques jours ou 10 jours plus tard, il y avait cette espèce de lettre ouverte de l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui a été le nonce apostolique aux États-Unis à la suite du nonce Sambi. Un texte d'ailleurs extrêmement intéressant. Bien. Donc, c'est cette espèce c'est un peu comme les tremblements de terre, il y a ce qu'on appelle des répliques. Et là, boum, il y a une réplique. Enfin, en tout cas, les événements de cet été sont une réplique des événements de Boston, Massachusetts, en 2001. La première crise des abus sexuels, c'est donc l'abus sexuel 1.0, et là on est à abus sexuel 2.0. C'est clair. Il faut quand même être clair sur les abus sexuels aussi, ce que j'aurais quand même, je le redis à chaque fois que je le peux, parce que il faut pas toujours croire ce qu'on lit dans les journaux, sauf les nôtres. Ne jamais croire ce qu'on voit à la télévision, sauf TV Liberté, ne rien croire de ce qu'on entend à la radio, sauf les bonnes radios. Voilà. C'est que, premièrement, on a tort de parler de pédophilie. Encore une fois, les cas de pédophilie dans l'Église catholique, il y en a, mais sont vraiment marginaux, rarissimes. Et dans le dossier de Pennsylvanie, ils sont moins de 10%. Oh, il y a moins de 10%. On estime qu'à peu près sur l'ensemble des abus sexuels commis sur des mineurs, c'est 3%, la pédophilie, au sens psychosociologique, au sens du droit. De violer, non, c'est le problème de l'Église des États-Unis, c'est un problème d'homosexualité, d'abus sexuels par des prêtres homosexuels sur des ayant autorité sur des mineurs, ce qui aggrave les choses, ou même parfois sur des majeurs sur lesquels ils ont autorité. C'est ce qu'on reproche au cardinal McCarrick. Bien sûr. Bon, on dit il n'a commis aucun abus sur des mineurs. Enfin, il y a 2 cas quand même, très très anciens, mais quand même 2 cas dans lesquels il est incriminé. Mais la plupart des cas qui sont remontés à la surface sont quand même sur des grands mineurs, des adolescents, ou des jeunes séminaristes, ou même des jeunes prêtres. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment clarifier tout de suite. La pédophilie, chers amis téléspectateurs, oubliez ça, parce que c'est pas un cas, c'est pas important. Il y en a, ce qui est absolument abject, mais ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas le fond de l'affaire. Et ce n'est pas le clérigalisme non plus. Ni l'environnement, contrairement à ce que dit l'excellent cardinal Cupich de Chicago, qui a eu l'idée un peu loufoque de dire qu'il y avait plus important que la crise des prédateurs sexuels dans l'Église, il y avait l'environnement et la crise des migrants, je crois. C'est un fripon, Blaise Cupich, c'est un fripon. Et accessoirement, lui aussi, il risque d'être attrapé par la patrouille, parce que son précédent épiscopat, c'est vrai, il est soupçonné d'avoir couvert aussi des... Il y en a aussi. C'est un peu comme dans la boisson des tontons flingueurs, il y en a aussi. Et alors, revenons donc à la crise elle-même. Donc, cardinal Wörl, il y a donc des chances qu'il démissionne dans un avenir proche, ou peut-être qu'il aura déjà démissionné quand l'émission sera diffusée. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que ce qu'on entend, c'est que donc de plus en plus de procureurs se saisissent du dossier, donc il va y avoir de plus en plus de diocèses concernés. Comment ça se présente pour l'affaire? C'est une affaire qui va durer sur 6, 7, 8 ans. Hein. Nous sommes en 2018. Je pense que l'émission va être diffusée en 2018, mais c'est pour la diffusion dans les années futures. Il y a pour 6 ou 8 ans de procédure. Il faut savoir aujourd'hui, c'est mon dernier chiffre, mon dernier prix, ça se négocie. Il y a 34 procureurs généraux qui ont entamé, qui sont en train d'entamer, qui vont entamer, qui se proposent d'entamer donc des convoquer donc des grands jurys pour faire l'étude de l'ensemble des archives des diocèses. Des études du type de celle de Pennsylvanie. 34 États.
On en rajoute un cinquième qui n'est pas un État, c'est le district de Washington, qui lui aussi, boum, il y a une affaire contre Washington. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 68% des États de l'Union qui ont déjà eu, qui sont en train d'avoir, ou qui vont probablement avoir, donc, une opération de grand jury convoquée par un procureur général pour aller au boulot. C'est-à-dire qu'on va avoir encore des soucis à se faire. La question aussi, n'exagérons pas, parce que l'exagération est toujours, elle est flatteuse, c'est intéressant, mais elle rend pas compte de la réalité. Le fait, c'est que l'affaire de Pennsylvanie, enfin ce rapport du grand jury, dont les journaux n'ont extrait que ce qui les intéressait, c'est-à-dire 300 prêtres pédophiles, 1000 petits-enfants violés par des prêtres. Bon, tout ça, évidemment, c'est faux. C'est faux. Il faut déjà diviser le nombre de prêtres par 2, et puis c'est pas des cas de pédophilie, c'est des cas, encore une fois, c'est avec des adolescents. Bien. Alors ça, c'est comme une chose qu'il faut savoir. Donc, et puis c'est très ancien, parce que je crois que l'enquête a dû s'arrêter en 2006. Ça va de 44 à 2006, une chose comme ça, 70 ans. Donc, tous ces prêtres-là, ils sont morts. Il y a plein de dossiers qui soit sont prescrits, soit sont tout à fait. éteints La plupart sont prescrits. Encore une fois, moi, je suis pas contre le fait. Je suis pour qu'on fasse. Je suis absolument pour qu'on fasse la lumière là-dessus. Je crois que l'Église doit pousser pour faire la lumière là-dessus, et même très haut lieu. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, là on n'est plus catholique. Absolument. Donc, la vérité, c'est elle qui nous rend libres. Bon, il y a les vérités qui sont agréables à proclamer, celle de l'Évangile, elle est agréable à proclamer. La réalité des déviances sexuelles dans le clergé universel, c'est moins agréable, mais il faut le dire. Absolument. Il faut le dire. Alors, oui, voilà, je voulais rajouter une petite mention sur ces affaires de grand jury. Bon, on est parti aux États-Unis pour 6 ou 8 ans, parce que ça prend quand même 1 an, 2 ans. Ça a coûté beaucoup de millions de dollars aux contribuables américains, hélas. Bon, mais la vérité se fera. Toutefois, il y a quelque chose qui me gêne quand même dans ces affaires. Moi, je suis tout à fait pour que les procureurs généraux entament des procédures de cette nature et qui soient ensuite suivies de tout ce qu'ils voudront. Mais pourquoi ne s'intéresser qu'à l'Église catholique? Absolument. Alors, il y a quand même d'autres dénominations qui sont aussi extrêmement dangereuses pour les jeunes, chez les protestants, chez les évangéliques, chez les juifs, chez les musulmans. Et puis, il y a aussi des associations civiles qui sont laïques, qui sont très... Et surtout, l'éducation publique aux États-Unis. Parce que quand même, moi j'ai lu récemment, c'est des rapports qui remontent à 8 ans quand même, enfin notamment il y avait un dossier de l'Associated Press et puis un article du New York Daily News, quelque chose comme ça, qu'ils ont fait des enquêtes sur les scandales des abus sexuels dans l'école publique américaine. Bon, en 2006, il y a eu 2800 professeurs révoqués. On n'a pas ces chiffres-là dans l'Excel. Alors, encore une fois, moi je suis pour que les choses se disent, que l'État que les Américains prennent les mesures pour protéger les enfants, mais enfin, il n'y a toujours pas de dossier de délinquance sexuelle au plan fédéral, quand même. C'est une chose invraisemblable. Enfin, on rêve, il n'y en a pas. Bon. Alors, d'accord pour cela, mais que ça soit pour tout le monde. Parce que sinon, c'est une espèce de discrimination. De haine anti-religieuse. De haine anti-religieuse, surtout de haine anti-catholique. Anti-catholique en l'occurrence. Qui m'est personnellement très, très désagréable. Ouais. Mais il faut que les choses se sachent, il faut que les choses se disent avec clarté, sachant que pour beaucoup de cas incriminés, et certains remontent à 60, 70, 80 ans, enfin, c'est très, très ancien. Qu'ils soient connus, c'est très bien, ça nous donnera mais qu'on le fasse aussi pour les autres, pas seulement nous. Merci beaucoup, Daniel. C'est un plaisir. Et naturellement, vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau de TV Liberté. Merci, Guillaume. À bientôt. Pour des bonnes nouvelles, j'espère. Pour des bonnes nouvelles, j'espère aussi. À bientôt. In these times of obscure darkness, O Lord, you are my only light. Tell him that if these arrests do not cease at once, the Pope will make himself heard.
retour au plateau de Terre de Mission. Nous recevons aujourd'hui Hubert de Kerangal. Bonjour Hubert. Bonjour Guillaume. Vous travaillez à Sage Distribution. J'avoue que je ne sais jamais le titre ronflant que vous avez là-bas. À chaque fois je me plante, donc je ne vais pas le ressortir. Mais vous venez nous parler aujourd'hui d'un projet vraiment passionnant. Vous êtes en train de travailler au doublage d'un film sur P12. Exactement. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule? Alors, le sujet est, dirait-on, casse-gueule, oui, un petit peu. Maintenant, nous, on essaie vraiment de proposer une alternative à ce qu'on entend habituellement. Et ce qu'on a entendu aussi au cinéma avec des films comme Amen, par exemple. C'est ça, c'est pas la logique du Vicaire ou de Amen. Voilà, c'est ça, exactement. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Et voilà, notre but, c'est aussi de promouvoir un message positif sur l'Église. Ouais. Et donc, évidemment, si on parle de P12, c'est vraiment pour en parler de la manière la plus belle possible et la plus juste possible et dans la vérité. Parce qu'en l'occurrence, contrairement à la propagande, P12 a fait énormément contre le nazisme et pour les Juifs en particulier. Exactement. En fait, le film montre très bien les problématiques que le Vatican a dû, ou les questions en fait qu'ils ont dû se poser, le pape et ses conseillers également, suite notamment à cet épisode des évêques des Pays-Bas, il me semble, qui avait signé une lettre. En fait contre le régime nazi. S'en est suivi 400 000, une déportation de 400 000 juifs suite à cette lettre. Et donc P12 a préféré agir en sous-main. Et le film montre vraiment tout ça. De la manière la plus juste et avec... C'est un film de quelle nationalité? Alors c'est un film italien. C'est un film qui a été réalisé pour la télévision italienne, mais réalisé par un cinéaste québécois qui s'appelle Christian Duguay, à qui on doit notamment les films français qu'il a réalisés en France, comme Japlou ou Un sac de billes plus récemment, qui se passe pendant la même période. Ouais. Donc c'est une très belle réalisation, on a un bon réalisateur, donc on est vraiment très heureux de diffuser ce film, aussi parce qu'il est bien réalisé, il est bien fait. Et avec aussi un acteur principal qui incarne P12, qui est un acteur magistral américain qui s'appelle James Cromwell. Un nom parfait pour un pape, je trouve, Cromwell. C'est probablement un des Anglais les plus anticatholiques. Mais plus sérieusement, donc le film, c'est uniquement sur la période de la guerre ou ça? Exactement. En fait, on n'est pas sur un biopic qui raconterait toute la vie de P12. Parfois, les biopics qui racontent vraiment toute la vie peuvent avoir ce problème de pas être intéressant parce qu'on évoque les sujets pas forcément dans le fond. Là, on est vraiment sur la période de la Seconde Guerre, qu'est-ce qui s'est passé, et notre but, c'est vraiment de montrer P12, quelle a été l'action de P12 durant la Seconde Guerre et comment le Vatican, finalement, a demandé aux ordres religieux de Rome d'accueillir des Juifs dans leurs enceintes. Et même a fait fondre les vases sacrés pour payer la rançon des Juifs de Rome. Exactement, ouais. Moi, ce que je trouve le plus beau dans cette histoire, c'est le grand rabbin de Rome, je crois, qui se convertit juste à la fin de la guerre et qui demande Eugenio comme prénom de baptême, puisque Eugenio, c'était le prénom des papes P12. C'est ça. Comme hommage, je pense qu'on peut difficilement trouver plus beau. Exactement. Et ça, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Aussi, le témoignage de juifs qui eux-mêmes ont dit qu'ils avaient vu l'action de P12 pour les sauver, en fait. Il y a une fondation qui fait un excellent boulot historique sur ce sujet-là, c'est la fondation Pave the Way, je crois, de juifs américains, qui est très, très P12ophile, si je puis dire, et qui systématiquement répond à toutes les désinformations de toutes sortes d'historiens vaseux ou de cinéastes loufoques. Je me souviens notamment de Marianne, l'hebdomadaire Marianne, qui avait fait en 2010, il me semble, un numéro spécial P12 qui traitait totalement avec des erreurs historiques incroyables et donc en disant que P12 a collaboré, il n'a jamais condamné le régime nazi. Et une semaine plus tard est paru un article en disant finalement en fait ils ont reconnu leurs erreurs parce que je pense qu'ils ont eu aussi des personnes qui les ont contactés en leur donnant de vrais arguments. Ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire non, finalement on avait tort. En fait, ça les rend plutôt sympathiques. Ouais. Oui. Très bien. Et alors, pour revenir au concret des choses, vous êtes en train de faire une grande opération de crowdfunding, comme on dit dans un français impeccable, oui, c'est ça. Pour financer ce doublage, parce que c'est pas donné d'après ce que j'ai compris. Exactement. Combien ça coûte un doublage d'un film comme ça? En fait, le doublage plus le sous-titrage du film, parce qu'on est sur un film en 2 parties d'1h30, donc on est sur plus de 3 heures de film en fait. Le doublage et le sous-titrage nous coûtent en tout 27 000 €.
Donc on cherche cette somme en partenariat avec la plateforme Credofunding, qui est une plateforme de crowdfunding catholique. Et donc voilà, donc on en est à peu près à un peu plus de 8 000 € de récoltés. Donc voilà, on essaie on a une part aussi d'autofinancement, hein, forcément, sur ce type de projet. Mais voilà, on fait aussi appel à la générosité des personnes qui recevront aussi des contreparties, et ce qui leur permettra de découvrir un peu en exclusivité aussi le film avant la sortie officielle. Donc, chers amis téléspectateurs, rendez-vous sur Credofunding. Donc, comment on trouve votre projet sur Credofunding? Alors, vous le trouvez normalement sur la page d'accueil, il est indiqué. C'est P12 pour le doublage et le sous-titrage du film P12 Sous le ciel de Rome. D'accord. Très bien. Écoutez, et la campagne finit quand, la campagne de crowdfunding? Alors, la campagne finit normalement fin octobre, fin septembre, pardon. Début octobre. Ça, comme moi j'avais communiqué sur début octobre, je me disais, tiens, m'aurait-on menti? La propagande dans l'église n'est pas tout à fait morte. Ouais. Donc, jusqu'à fin septembre, chers amis, vous pouvez aider Sage à doubler ce film de salubrité publique pour remettre un peu les choses dans l'ordre sur l'action de P12 pendant la guerre. Et c'est l'occasion de découvrir aussi les produits, le travail que fait Sage, vous êtes un habitué de ce plateau, mais je ne saurais trop conseiller, chers amis téléspectateurs, si vous n'en avez jamais entendu parler, de courir regarder ce que fait Sage Production, Sage Distribution, qui est vraiment un travail très impressionnant pour l'observateur que je suis. Merci beaucoup. Bon courage pour ce film et pour cette campagne de crowdfunding. Tout neveu vous accompagne. Merci. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Any response from Berlin? Forgive me, Your Holiness. The Polish ambassador has requested a meeting. What is so urgent, Pepe? There really is no time to lose, Your Holiness. The Germans are now detaining over 1,000 Jews, and soon they will be deported to who knows where. We know. I've tried sending a message to Berlin that these people... Now, how many more, Your Holiness? How many more hundreds of thousands of innocent people must die? How many more political opponents, clergy members, and Jews must die before the Pope raises his voice in their defense? But my voice has been raised. In several documents, I've spoken out against racism, nationalism, the use of force. These are notions, ideas, ill-defined words only suited for us diplomats. The world out there needs to hear the first and last name of these horrors. Germany, Nazism, Adolf Hitler. We are only asking for one thing: a clear stand. And when will you decide to take it? When? I am Peter's 261st successor, Vicar of Christ, Son of God. I cannot rally one people against another. If you do not take sides with anyone, you will find that one day no one will take yours. And you will be all alone. What is holding him back from speaking out? It was the 26th of July last year. The Dutch bishops had explicitly condemned the persecution of the Jews. And in the days following, the Nazis organized a reprisal. And 40,000 Jews were arrested and deported. He had already written a report supporting the Dutch bishop's words. It was supposed to be published the day after. He didn't even hesitate. He burned his report. He said, if they killed 40,000 innocent people over the bishop's report, how many more would they kill over the Pope's? Try and put yourself in his shoes.
knowing that the entire world is waiting for you to speak out against Hitler. Yet for your words, Hitler will take more innocent lives. What would you do?